Cette vidéo vous est présentée par la boutique universludo.ca. Rendons les jeux accessibles à tous. Salut les gamers, bienvenue à Processeur Board Game, je m'appelle David. Moi c'est LP. Aujourd'hui on fait une vidéo top 10 des jeux sortis en 2017. Mais on a décidé de la faire de façon un petit peu plus originale, faire différent de toutes les vidéos de top 10 qui ont été faites. En fait, on s'est inspiré de ce qu'on fait à l'école à la fin de l'année avec nos élèves. Donc on fait une espèce de gala méritage pour donner des prix aux élèves qui sont distingués dans les différentes matières à l'école. Donc, Fait qu'au lieu de faire, dans le fond, au lieu de faire tout simplement un top 10 des 10 jeux qu'on a préférés en 2017, on va plutôt faire un top 10 en respectant certaines thématiques. Fait qu'on va vous nommer 10 thématiques avec le jeu qui, selon nous, correspond le mieux avec cette thématique-là. Et on spécifie qu'un jeu ne peut pas revenir dans deux catégories, même si les deux catégories s'appliqueraient à ce jeu-là. Ça va nous permettre de récompenser chacun 10 jeux. Donc on va vous parler un total de 20 jeux. Donc, fait qu'est-ce qu'on pense qu'il va y avoir des crossovers dans nos listes? Je pense que oui, moi. Je pense qu'il y en a au moins un. Au moins un, ouais, c'est ça. Donc on passe ça, top 10 2017. Première catégorie, on a choisi d'honorer un jeu selon son style, son look visuel et ou ses composantes. Chacun d'entre nous a sa propre interprétation et qu'est-ce qu'on va dire là-dedans, mais dans le fond, il va avec le style visuel que le jeu amène. Dans mon cas, mon choix pour 2017 est spécifiquement pour une composante qui est à l'intérieur du jeu et j'ai choisi Chimera Station de TMG Games. Ceux qui ont déjà vu la vidéo que j'ai faite vont savoir de quoi je parle et je parle c'est un jeu de placement d'ouvriers, Chimera Station, et la composante qui m'a fait triper sur ce jeu-là, ce sont justement les ouvriers. Et pourquoi? Parce que c'est le premier jeu que j'ai eu, que les composantes, les ouvriers sont modulables à ce point-là. Ces petites composantes plastiques, des petits ouvriers en plastique de très haute qualité, qu'on peut littéralement snapper, désnapper les différents morceaux qu'on va rajouter à notre ouvrier pour le spécialiser. On va mettre des tentacules pour qu'il rapporte davantage de points de victoire. Non, des tentacules, ils ramassent plus de ressources, un cerveau pour des points de victoire, des pinces, il peut tasser tous les autres ouvriers. Fait que juste avec cet aspect-là, ça permet vraiment de personnaliser la force d'ouvrier qu'on a. Puis le jeu se démarque à cause de ça. Je veux dire, pour le reste du jeu, il est relativement classique dans son visuel. Je peux pas dire qu'il se démarque. Mais au niveau de la composante des figurines, moi, ça a vraiment été mon coup de cœur 2017. Ça a été ma composante préférée d'après tous les jeux que j'ai joués en 2017. Mais surtout quand on a vu l'annonce de jeu-là, tu sais, ça ressemblait à une espèce de gimmick. Ça ressemblait à une gimmick qui allait être quelque chose d'intéressant, mais que le jeu allait pas particulièrement. Ça allait être cheap un peu, puis finalement. Mais finalement, c'est solide. Ça fait plusieurs parties que je joue, sont pas du tout endommageables. Puis c'est facile les mettre, les installer, les désinstaller. C'est vraiment des composantes de haut niveau. Fait que moi, juste pour ça, Chimera Station, mon choix pour la composante de la nuit. Cool. Pour moi, j'ai fait un mélange des deux, donc un jeu qui apportait un beau visuel, puis en même temps un jeu qui avait des composantes vraiment de bonne qualité, vraiment belles aussi. Moi j'ai choisi Photosynthesis de Blue Orange Game, un jeu dans lequel on va placer des arbres sur un plateau, essayer de générer du soleil pour ensuite dépenser ces ressources-là, faire pousser d'autres arbres, planter des graines, faire mourir nos arbres pour scorer des points. Donc c'est un jeu relativement facile à apprendre, mais quand on regarde des gens qui sont en train de jouer avec tous les arbres colorés sur le plateau, donc c'est de toute beauté. Puis juste le principe d'ombre aussi, les plus grands arbres qui couvrent les plus petits aussi, c'est bien représenté sur le plateau avec les petits arbres qu'on a qui sont en carton 3D. Là. Donc c'est clair, j'ai ramené ce jeu-là du Gen Con, puis à chaque fois qu'il y avait des tables de démo de photosynthèse, ben, on prenait le temps d'arrêter puis de regarder, parce que juste le regarder sur une table, ce jeu-là, ça t'accroche tout de suite, donc ça m'est resté. Puis évidemment, comme prof de sciences, un jeu à thématique scientifique, je trouve ça vraiment cool, puis je pense que je vais l'emmener dans ma classe quand je vais parler justement de la photosynthèse. Ça a bien de l'allure. Deuxième catégorie, on a choisi de récompenser, selon nous, le jeu le plus innovateur qu'on a découvert dans la dernière année. Ce qui est le fun avec l'industrie du jeu de société, je trouve, c'est que justement qu'on a encore le plaisir de découvrir des jeux qui savent nous surprendre. Surprise, oui, littéralement. Donc, comparativement aux jeux vidéo qui stagnent un petit peu dans leur genre, là. Donc, pour moi, le jeu qui va se mériter, le jeu le plus innovateur, c'est le jeu Exit the Game. Donc,
un jeu inspiré des Escape Room, un jeu qui est jetable, mais un jeu qui va nous envoyer dans une expérience de jeu totalement folle, avec des énigmes qui vont nous faire brûler les neurones. Ouais. Puis là, j'en entends déjà dire, ouais, mais Unlock ont fait la même chose, mais la plus grosse différence, c'est justement le fait que Exit, il y a une manipulation physique. Exit, on va déchirer des morceaux littéralement de la boîte, des morceaux du manuel qui vient avec, on va défaire des choses, on plie, on a plus le feeling, le sentiment du Escape Room parce qu'on manipule le jeu alors qu'Unlock, on fait juste tourner des cartes puis essayer de comprendre ce qui se passe. Puis à chaque fois qu'on commence un nouveau scénario, on se dit, bon, on en a fait quelques-uns, ça va sûrement finir par se ressembler, puis ils trouvent tout le temps le moyen de nous faire tomber en bas de notre chaise ou de nous emmener des nouveaux styles d'énigmes. Puis c'est comme mind-blowing quand on réussit à les accomplir. Donc c'est vraiment aussi la belle synergie qu'on a à travailler contre ces énigmes-là en équipe. Donc Unlock, pas Unlock, mais Exit. C'est mélangeant ça. Donc Exit, pour moi, est le jeu le plus innovateur que j'ai eu la chance de jouer. Dans mon cas, le jeu le plus innovateur, étrangement, a été chercher une mécanique vieille comme le monde à laquelle je jouais quand j'étais tout petit, mais qui a réussi à la renouveler de façon, je trouve, extrêmement efficace et originale. Et je parle d'un jeu édité par Serious Pulp, soit le 7e continent. Ceux qui ont vu mon vidéo savent que j'ai beaucoup aimé ce jeu-là. Et quand j'ai une mécanique qui est vieille comme le monde, c'est que ce jeu-là a remis à la mode la mécanique du livre dont vous êtes le héros. C'est littéralement un jeu dont vous êtes le héros. On va explorer un continent, on va essayer de briser une malédiction, puis pour explorer le continent, on va tout simplement suivre les numéros qui sont sur le plateau, qui sont sur des petites cartes carrées. Quand on s'en va dans telle direction, on nous dit d'aller chercher telle autre carte, on va la placer sur le plateau. Il y a des cartes aléatoires qui viennent se mélanger à travers une série de cartes prédéterminées au fur et à mesure qu'on explore le continent. C'est un jeu qui est coopératif, fait que c'est intéressant, on prend toutes ces décisions ensemble, justement un peu à l'Exit. C'est surtout de là que vient l'intérêt du jeu, c'est de savoir, essayer de se rappeler qu'est-ce qui s'est passé, le continent qu'on a exploré, où est-ce qu'on va aller, il faut trouver des moyens de survivre sur ce continent-là. Fait qu'il a réussi à ramener à la saveur du jour, puis il y a même eu d'autres jeux par la suite qui ont repris un peu ce même concept. Ouais, je pense à Legacy, à Dragonholt, entre autres. Ouais, là, il y a Château Aventure de Yellow qui va sortir. Exactement, fait qu'on dirait qu'ils ont réussi à ramener ça sur la map, puis juste pour ça, je les félicite. Très innovateur pour moi, j'aurais pas pensé comme adulte que j'aurais mis un jeu qui repose sur le principe du livre dont vous êtes le héros. Ouais, c'est vrai que ça ramène de quoi vraiment de simple, puis on a tous joué à ça quand on était jeune, on a tous lu des livres dont vous êtes le héros quand on était jeune, fait que c'est clair que ça va nous accrocher. Puis que ça va amener aussi d'autres mondes à s'intéresser à ce style de jeu. Puis étrangement, ça fait que c'est une énorme boîte qui a l'air extrêmement lourde d'approche, mais on peut jouer à peu près avec n'importe qui, parce que c'est extrêmement simple au niveau de la prise de règles. Fait que pour moi, 7e continent, le plus innovateur cette année. Notre troisième méritage va être désigné, dans le fond, à notre jeu de party, notre jeu de groupe, notre jeu d'ambiance, de soirée, le plus intéressant qu'on a eu dans l'année. Dans mon cas, j'ai hésité longtemps. J'avais fini par y aller, entre autres, ce qui me fait brancher pour celui-là, c'est le nombre de joueurs. Je vais y aller avec Secret ou Secret. Je pense que c'est un jeu français à la base. Secret, ouais. C'est la Repos Production qui le fait. Je pense que c'est français à la base comme jeu. Dans ce jeu-là, dans le fond, on peut jouer jusqu'à 8 joueurs. Fait que déjà là, on est plus dans le jeu de party. Soit dit en passant, l'autre que je t'ai cité, c'était Flipchip. Oh. Donc, on peut aller jusqu'à 8 joueurs. Et le principe du jeu, c'est un mélange entre une espèce de petit plateau building devant soi, mais mélangé avec du bluff, où on va toujours avoir à choisir entre deux personnages. Et on va choisir un des deux personnages qu'on va avoir pigé, qu'on va avoir révélé à tout le monde. On va choisir un des deux personnages. Puis ensuite, on va le garder secrètement. Puis on va l'offrir à un des autres joueurs sur la table. Puis lui, il doit essayer de voir, parce qu'il y a un paquet d'effets différents selon les personnages qu'on va avoir placés sur le plateau. Il va essayer de voir est-ce que le personnage qui m'offre il est bon ou il est mauvais pour moi. Puis on a toujours le choix de refuser les personnages qui nous sont offerts. Et si on le fait, ben le joueur qui me l'a offert va récupérer la carte personnage. Puis il va avoir à la jouer devant lui. Puis là, après, on a un système pour calculer les points de victoire en plus, selon si on a des rôles secrets, si on est agent du KGB, de la CIA, ou si on est un hippie qui essaie de gagner tout seul dans son coin. Fait que c'est un jeu un peu dans le look des résistances ou des loups-garous, où j'ai un rôle secret, mais je sais pas qui est avec moi, puis il faut que j'essaie de le deviner, parce qu'il faut que je trouve avec qui je suis pour marquer des points de victoire avec, mais en même temps, j'offre des cartes aux autres joueurs. Puis il y a toujours un bluff, parce que des fois, je vais offrir une carte qui est bonne pour moi, dans l'espoir que l'autre la refuse pour qu'elle me revienne. Fait que c'est un beau petit jeu de party. Ce qui est bizarre dans le jeu-là, c'est que ton rôle peut changer pendant la partie. Ton rôle peut changer pendant la partie. C'est de là que pour moi vient l'aspect party, parce qu'à un moment donné, tu peux pas trop te casser la tête. Il peut littéralement avoir une carte qui se joue où tout le monde ferme ses yeux, puis le joueur qui est là-bas, il va prendre mon jeton à moi, puis le jeton de quelqu'un d'autre, puis il va l'échanger sans même qu'on le sache. Et règle très importante dans le jeu, tu n'as pas le droit de regarder ton rôle oui, c'est vrai, une fois que la game est commencée.
Fait qu'une fois que la partie est commencée, tu regardes ton rôle, puis après, t'as plus le droit. Faut que tu joues justement une carte spéciale pour avoir le droit. Fait que les rôles se mélangent là-dedans, fait que ça devient rapidement plus un jeu de party qu'un jeu de stratégie. Parce que ça se mélange, on sait pas qui est qui. Fait qu'on essaie juste de faire suer ça autour de soi. Des fois, t'as un flash, puis là, tu te doutes qui est avec toi, puis finalement, tu l'as pas, puis tu perds. Puis le jeu est très intéressant pour ça, puis les games durent quoi, 15-20 minutes? C'est pas très très long. Fait que tu peux en aligner plusieurs, comme un bon jeu de party. Fait que pour moi, ça a été une belle découverte cette année. J'étais pas sûr de la première partie que j'ai joué, mais j'ai joué souvent avec, puis je l'ai amené justement dans des ambiances plus party, comme les soirées qu'on fait d'animation. Puis c'est toujours un beau succès. Fait que Secret de la Maison Repos, beaucoup aimé. T'as hésité entre Secret et Flipship? J'ai hésité entre Secret et Flipship. Mais moi, j'ai pris Flipship comme jeu de party. Même si c'est un jeu qui se limite à 4 joueurs, je pense vraiment que le feeling que ce jeu-là est capable d'amener sur une table. Flipship, c'est un jeu de dextérité où on va voir des genres de petits pugs, des petites rondelles de carton, puis on va devoir les faire flipper dans les airs. Ça représente des vaisseaux spatials et on lance nos vaisseaux sur les cartes ennemies pour essayer de les attaquer. C'est un jeu style Tower Defense et... c'est littéralement un mélange entre le jeu de POG quand on était petit, qu'il fallait faire flipper POG sur les POG de nos amis pour leur voler, et Space Invaders. C'est le mélange entre ces deux affaires-là. Exactement. Puis je trouve que c'est un jeu de party aussi un peu plus pour gamers parce qu'ils ont quand même pris le temps de mettre des petites habiletés au vaisseau, quelques petites habiletés aux ennemis aussi, mais rien de trop complexe. Mais ces petits ajouts-là, je trouve, ajoutent de quoi de le fun à ce jeu-là, donc ça le complexifie. C'est pas juste la dextérité, on a un petit élément de stratégie, mais en même temps, ça reste un jeu quand même très le fun. J'ai fini beaucoup de soirées de jeu dans la dernière année avec une partie de Flipship. Donc, pour moi, là, c'est sûr qu'il fallait qu'il se mérite le jeu de party cette année. Vous doutez que je trouve que c'est pas un mauvais choix. Notre quatrième catégorie va aller aux jeux familiaux. Donc des jeux généralement qui sont pas très complexes, qu'on va jouer avec nos enfants ou nos ados pour les initier aux jeux de société ou des jeux qu'on pourrait amener dans notre famille, jouer avec nos parents. Donc des jeux à spectre plus large. Et pour moi, je vais aller avec un classique qu'on a entendu beaucoup parler cette année. Puis je vais donner mon jeu familial à Azul. Donc Azul de Plan B Game, un jeu de recrutement de tuiles, placement de tuiles si on veut, où on va devoir compléter une espèce de grille avec des tuiles de différentes couleurs et à chaque tour, ce qu'on va faire dans le fond, c'est qu'on va aller chercher des tuiles sur une des fabriques, toutes les tuiles de la même couleur, toutes les autres se ramassent au milieu. Après ça, les autres joueurs peuvent aller continuer de prendre les tuiles dans les fabriques ou en prendre au milieu de la table. Et on fait ça jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de tuiles au milieu. Et on va avoir l'espèce de rangée sur notre plateau qu'on doit remplir. Quand une rangée est pleine, à la fin du tour, on peut transférer une des tuiles de cette rangée-là sur notre grille principale qu'on essaie de remplir. C'est un jeu qui est vraiment simple à apprendre. Ça prend 3 minutes à expliquer. C'est un jeu qui a quand même une belle profondeur de stratégie, qu'on peut vraiment vérifier ce que nos adversaires font pour essayer de les contrer, pour les obliger à prendre certaines couleurs qu'ils vont les pénaliser parce qu'ils peuvent pas les placer. Donc vraiment des éléments qui sont le fun. Dans Azul, les composantes, c'est vraiment de la grosse qualité aussi. Les belles tuiles, c'est tout en plastique, c'est toutes des couleurs vives. Donc j'ai pas besoin d'en parler plus longtemps. Je pense que tout le monde a entendu parler de ce jeu-là cette année. Là. Dans mon cas, moi Azul, dans mon cas, j'en ai même pas encore parlé. Je sais qu'il paraît très très bon. C'est sûrement dans les prochaines semaines, je vais avoir l'occasion de jouer. Mais j'ai vu les composantes. C'est vrai que le jeu est extrêmement beau. J'en ai entendu que des bons commentaires. Ouais, puis il vient de gagner l'As d'or au Festival de Cannes. Donc je pense que c'est pas le dernier prix qu'il va gagner dans la prochaine année. Dans mon cas, j'ai été avec un jeu de dextérité avec lequel je jouais avec mon garçon de 7 ans qui a beaucoup aimé. Et c'est un jeu qui s'appelle Meeple Circus. Oh. Dans ce jeu-là, David en a fait une vidéo d'ailleurs, mais comme la plupart de nos jeux. Dans ce jeu-là, il y a une phase de recrutement dans laquelle on va recruter différents ouvriers, différents acteurs à l'intérieur d'un cirque, avec des acrobates, des animaux, des éléphants, il y a des ballons, des tuiles en bois pour faire des poutres. Puis ensuite, il va y avoir des cartes qui vont être distribuées face ouverte, qui sont des cartes communes pour tout le monde, qui vont déterminer des figures ou des styles qu'on doit essayer de faire sur un petit plateau. Puis ensuite, de façon simultanée pour les 2 premiers tours du jeu, chaque joueur va essayer de créer un cirque en avant de lui avec les meeples qu'il va avoir devant lui, en calculant que les meeples acrobates, les rouges, il faut les mettre le plus haut possible, puis les jaunes par-dessus quelque chose d'autre, puis les bleus doivent toucher au sol. Que quand même assez 2-3 petites règles à respecter qu'il faut se rappeler pour savoir comment marquer ses points. Mais grosso modo, après, on essaie juste de faire la tour la plus haute possible en mettant 2 éléphants par-dessus l'autre qui tiennent un lion sur lequel il y a un ballon avec un acrobate sur le top de tout ça. Si on réussit à faire ça, on marque un paquet de points. Généralement, on finit par tout faire tomber.
Dans un jeu en temps réel, toute la phase de recrutement, on a tout le temps du monde, mais notre phase de construction est en temps réel, avec une musique de cirque, il y a une application qui vient avec ça, le classique. Puis l'application, on a même des choix de faire musique selon l'époque qu'on veut donner à notre jeu. Puis il y a une dernière phase, puis là on fait ça une deuxième phase, une deuxième fois, fait qu'on garde nos ouvriers, puis on en recrute des nouveaux, fait qu'on va faire quelque chose de plus complexe, puis on le fait une troisième fois, on va aller recruter une espèce de vedette ou un ouvrier spécial. Les superstars, une les guest star, stars. fait que là, si j'ai la star cavalier, il faut absolument qu'elle soit debout sur 2 chevaux pour qu'elle marque des points, des trucs comme ça. Puis dans la troisième phase, en plus, il faut faire une espèce de niaiserie. On a des règles qui nous a données juste pour nous. Un défi. Là. Ou au lieu de le faire tout le monde en même temps, on fait notre placement un à la suite de l'autre, puis il faut respecter une espèce de règle. Moi, la dernière fois que j'ai joué, il fallait que je donne une histoire personnelle à chaque ouvrier que je place. Ça, c'est Gaston. Gaston, lui, il vient du nord de l'Europe, puis il travaille dans le tir de Piéty. Sinon, on n'a pas le droit de le placer. Ton ouvrier, où il y en a un que sur ton petit plateau, il faut que tu fasses faire le tour à tes ouvriers. Parce qu'ils font le tour des animaux, ils font le tour de la scène avant de se placer. Fait qu'il faut littéralement, tu pognes ton petit bonhomme, tu lui fais faire le tour, puis après, tu as le droit de le mettre sur ton plateau. C'est vraiment fatigué. Mais on marque des points boniques en faisant ça. Fait que c'est un jeu super sympathique. C'est un jeu plus de dextérité. Il n'y a pas une énorme stratégie, mais il y en a quand même un peu. Fait que c'est super accessible. Puis c'est surtout un jeu qui se module bien selon l'âge qu'on a du public qui est autour de la table. Fait que si on joue avec des jeunes enfants, comme la dernière partie que j'ai joué, c'était le cas. Les espèces de combinaisons de mettre 2 ballons ronds, un par-dessus l'autre, puis un autre bonhomme dessus, c'était trop difficile. On enlève cette carte-là, puis on met un objectif qui est plus facilement atteignable. Fait qu'on peut le moduler facilement. Donc pour moi, puis en plus les composantes sont très jolies, quoique pas parfaites. Un peu petites. Mais Mais il y a eu des petites. J'ai joué avec 2 boîtes différentes. J'ai joué avec celle de David puis celle d'un autre ami. Puis il y a des petites différences au niveau des composantes. Il y a un ballon. Moi j'avais un ballon plat. Il y avait un ballon plat. Fait que le joueur qui se ramasse avec celle-là, c'est comme facile de laisser un ballon plat. Fait que les composantes sont pas parfaites, mais sont très jolies par contre. Les cartes, c'est super bien. Donc pour moi, Meeple Circus. Ouais, moi, c'est un jeu qui m'a surpris vraiment. Je m'attendais à rien ou que ce soit un peu n'importe quoi. Puis finalement, quand j'ai joué, j'ai trouvé ça vraiment cool. J'ai vraiment accroché à l'idée. Puis l'ambiance de cirque aussi qu'on a en jouant. La musique aide beaucoup pendant que tu joues ta partie, d'avoir le petit beat de musique qu'on connaît tous du cirque. Ça aide beaucoup quand tu places tes affaires. Puis mine de rien, ça te met une espèce de stress. Quand les autres te regardent à la fin, tu sens le stress. Là. Mais non, pourquoi je shake? Là, juste... tu te réalises à shaker. Je suis en train de shaker parce que je mets un éléphant en bois sur un cheval en bois. Oui, tu vas être en train de shaker pour faire ça. Non, vraiment un bon choix à Meeple Circus. Notre prochaine catégorie, on a été... Numéro 5, on y était avec une catégorie qui est de plus en plus populaire au fil des années dans le domaine du jeu de société, c'est-à-dire les jeux coopératifs. Donc les jeux où tous les joueurs travaillent ensemble pour battre le jeu, pour gagner ensemble contre le jeu. Dans mon cas, j'y étais avec un jeu qui aurait pu aller aussi au jeu le plus novateur, le plus nouveau. J'ai choisi Fog of Love, qui est un jeu qui se joue strictement à 2. Je pense pas qu'un joueur va jouer plus que 2, ça serait un peu bizarre. Dans lequel chaque joueur doit incarner un membre d'une personne dans un couple et le jeu est ouvert à tout. Donc on peut choisir 2 gars, 2 filles, un gars, une fille. On choisit comme on le sait. Il y a même dans différentes extensions d'autres options. Et les joueurs doivent traverser une série de rencontres pour essayer de faire comprendre à l'autre quels sont ses intérêts personnels dans la vie, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il aime pas. Mais les joueurs jouent un personnage. Et les joueurs jouent un personnage, on joue pas soi, mais on se prend à se jouer soi un petit peu. Mais on n'est pas censé, on joue un personnage, une petite carte de personnage, et on se fait distribuer des cartes au début du jeu qui vont déterminer la personnalité et les aspirations de notre personnage. Fait que moi je suis quelqu'un d'égocentrique, mais de très travaillant, qui cherche à faire beaucoup d'argent dans la vie, puis ou je suis quelqu'un de bohème qui travaille dans les arts et qui whatever, là, qui vient d'une famille très riche malgré tout. On a une espèce de petit background qui nous est donné en début de partie, qui va nous donner comment on va marquer nos points, qu'est-ce qu'on veut marquer comme type de points. On a des aspirations personnelles, puis au centre du plateau de jeu, on a 6 caractéristiques qui peuvent aller d'un côté ou de l'autre, puis selon tous les choix qu'on va faire tout au long de la partie, on va aller placer des points de chaque côté de ces caractéristiques-là. Fait que je suis quelqu'un d'introverti ou d'extroverti. Je suis quelqu'un de très travaillant ou de plutôt bohème. Et on va essayer d'indiquer à la personne à qui on joue, à travers les choix qu'on fait, qu'est-ce qu'on vise dans ces objectifs-là. Et on va toujours prendre, à chaque fois qu'on va avoir à prendre une décision selon une carte qui est lue et qui est donnée à voix haute. Par exemple, ben là, chérie, c'est la première fois qu'on va au Ikea.
Donc, comment réagis-tu? Toute une Et étape là, pour on un a couple, hein. toujours une étape très difficile. Moi, je recommande à tous les couples de jamais aller au Ikea en même temps. Et donc, sur la carte Ikea, parce qu'elle est dans le jeu pour vrai, on a une série de choix. Fait que si par exemple, c'est la personne avec qui je joue, ma conjointe dans mon cas, qui dit qu'il choisit de jouer cette carte-là, moi, je vais avoir une série de choix qui sont sur la carte. Puis selon le choix que je fais, ça va modifier les caractéristiques qui sont au centre du plateau de différentes façons. Fait que je vais choisir un choix qui va selon les caractéristiques que j'ai. Mais c'est toujours le joueur adverse qui me lie une carte et qui choisit parmi une main de cartes qu'il possède. Fait que c'est lui qui fait les choix. Fait que plus la partie avance, plus il va voir qu'est-ce que j'essaie d'être, qu'est-ce que je dégage comme personnalité, puis plus il va essayer d'aller chercher des cartes qui peuvent mettre ces choses-là en valeur. Et éventuellement, en cours de jeu, il y a les cartes objectifs de victoire qui viennent se placer. Puis là, c'est là qu'on essaie d'atteindre une des cartes secrètes d'objectifs de victoire qu'on va avoir. C'est juste à la fin de la partie qu'on va la révéler puis qu'on va dire, ben moi, j'essayais de faire un couple égalitaire et ouvert l'un avec l'autre, qui se respectent mutuellement. Fait qu'il fallait qu'on ait 3 points de bonheur d'écart l'un de l'autre pour qu'on puisse gagner la partie. Puis là, l'autre révèle qu'à ce moment-là, non, moi, j'essaie d'être quelqu'un de totalitaire qui contrôle absolument la relation. Fait qu'il fallait que j'aille le double de toi. Et là, c'est un couple qui ne marche pas et la partie est perdue. Donc, il faut être attentif à ce que l'autre joue pendant la partie. Il faut être à l'écoute de l'autre. Fog of Love. Il faut être à l'écoute de l'autre, être à l'écoute de ce qu'il joue. Fait que c'est hyper intéressant comme jeu coopératif. Je le recommande évidemment plus aux couples, sinon ça peut être un peu étrange. Mais c'est un jeu hyper intéressant au niveau de la coopération parce qu'il ne faut pas juste jouer de son côté. Le jeu, c'est un jeu de couple. Fait que ça un jeu de couple de déduction en plus. C'est un jeu de couple de déduction. Fait qu'il faut déduire la personnalité de la personne qui est en face de soi selon les choix qu'elle fait. Ce qui est très intéressant. Je le recommande beaucoup. Puis en plus, il est très joli, mine de rien. Super. Pour moi, j'ai pris un jeu coop. Bon, vous savez que j'aime beaucoup les jeux coop, puis j'en joue quand même souvent. Mais j'ai pris un jeu coop qui, cette fois-ci, était peut-être un peu plus lourd que ce qu'on est habitué. Généralement, les jeux coop, c'est relativement simple. Et c'est le jeu Spirit Island. Okay. Donc, dans un jeu-là, on joue les esprits sur une île et des esprits élémentaires, là, comme l'esprit de terre, l'esprit de feu, de tonnerre, d'éclair. Oui, exactement. Et on doit repousser les colons qui viennent coloniser cette île. Donc, on va essayer on va utiliser nos cartes de pouvoir pour aller les attaquer, les déplacer, essayer de contrôler ce qui se passe sur l'île parce que les autres, à chaque tour, ben, ils vont explorer l'île, ils vont construire des petites villes, ils vont coloniser tranquillement et à force de coloniser, ils vont attaquer, ils vont endommager l'environnement. Et évidemment, nous, en tant qu'esprit, on veut pas qu'ils s'en prennent dans l'environnement, donc on doit protéger l'île contre les envahisseurs. Et c'est principalement un jeu de cartes. Donc chaque joueur va incarner un esprit différent qui fonctionne quand même relativement différemment. Donc un deck de départ différent. En cours de partie, on va pouvoir accumuler des nouvelles cartes de pouvoir, donc on va pouvoir un petit peu ajuster notre stratégie par rapport à ce qui se passe, par rapport aux cartes qu'on obtient aussi. Et la synergie qu'on peut avoir dans ce jeu-là, c'est vraiment intéressant. Les esprits sont généralement spécialisés dans une des sphères du jeu. Et il faut effectivement qu'on fasse une équipe avec des esprits qui sont compatibles ou des esprits qui vont avoir des forces pour pallier aux faiblesses des autres. Donc c'est vraiment le fun de découvrir que ah oui, moi j'ai pris cet esprit-là, puis toi lui, ok, ben moi je peux faire telle affaire, puis ok, on peut combiner peut-être ces deux pouvoirs-là pour faire telle chose. Il peut y avoir un esprit qui est spécialisé à déplacer les colons sur le plateau, puis un autre esprit qui les attire s'ils sont proches de l'eau, par exemple. C'est ce que j'ai vu dans la dernière partie que j'ai vue. Exactement. Fait qu'il y a un esprit qui déplaçait toujours les colons qui étaient plus vers le centre de la Terre, vers les côtes pour que l'esprit qui contrôle l'eau puisse les noyer. Puis on a des effets de jeu qui vont faire de la peur aussi aux envahisseurs. La peur, c'est positif pour nous parce que c'est nous qui essaie de leur faire peur pour qu'ils s'en aillent de l'île. Donc on va gagner des cartes aussi bonus qui vont faire des effets bénéfiques pour nous autres à force de générer de la peur. Puis la mécanique de la peur est super intéressante parce que moi, ce que j'ai beaucoup aimé de cette mécanique-là, c'est qu'au début du jeu, l'objectif de victoire est extrêmement difficile à atteindre. Puis au fur et à mesure que la peur augmente, les cartes sont révélées, des cartes pouvoir comme David vient de le dire, mais éventuellement il y a des cartes dans ce deck-là qui vont aller se rajouter sur l'objectif et qui vont aller changer l'objectif de victoire, qui vont le rendre plus facile à atteindre. Fait que plus il y a peur aux colons qui essaient de s'installer, plus la victoire est facile à atteindre, ce qui est logique. Puis c'est vraiment. Puis à chaque partie, juste de jouer un esprit différent, on va avoir une partie totalement différente aussi. Fait que c'est un jeu qui a vraiment une belle rejouabilité. C'est un jeu qui a quand même beaucoup de règles, donc peut-être la première partie, ben, on s'accroche un petit peu sur certains règlements, mais après ça, après quelques parties, là, ça devient vraiment agréable, donc vraiment une belle découverte, là, Spirit Island, dans le jeu coopératif, donc c'est un jeu qui fait quand même changement là, de ce qui avait été fait.
La 6e catégorie, on va récompenser pour nous le meilleur jeu de cartes qui est sorti dans l'année, donc un jeu qui va utiliser principalement des cartes dans ses mécaniques. Et d'après moi, on a choisi le même jeu. Je pense qu'on a notre premier crossover. Parce que tu sais, on se montre pas nos listes avant de tourner la vidéo, comme ça on a un petit élément de surprise. Mais moi, c'est un jeu que j'ai ramené de Gen Con. Ça ressemble à ça. Donc c'est un jeu avec du card crafting. C'est le jeu Custom Heroes de AEG. Donc un jeu qui est inspiré du populaire jeu de cartes, le trou de cul. Ouais. On va se faire des espèces, on va essayer de débarrasser nos cartes le plus vite possible. En faisant des levées, puis le premier joueur à jouer, il indique si c'est une levée de une carte ou une levée de paire, de triple, de quadruple, ou dans le cas de Custom Hero, de quintuple ou de sextuple. Ah ouais, ça peut être assez fou. Donc le jeu à la base, c'est vraiment simple. Au début, on a seulement des cartes qui sont numérotées, puis bon, on essaie de faire des doubles, des triples, des paires, des levées, etc. Mais ce qui va être différent, c'est qu'on va pouvoir ajouter des améliorations à l'intérieur des cartes pour augmenter la valeur d'une carte, pour changer le chiffre, pour donner une petite habilité spéciale à la carte. On a même une carte de Joker qui peut tout battre aussi. On a un petit peu des espèces de petits points de pouvoir à gérer pour activer les effets de nos cartes. Et en fait, ben, comme c'est un jeu de levée, ben, à la fin de la manche, ben, toutes les cartes, on les remet ensemble, on les rebrasse, on donne une nouvelle main de carte aux joueurs. Donc ça se peut que les cartes que moi j'ai améliorées, modifiées, ben, ça se peut que ce soit un autre joueur qui les ait. Et c'est probablement ça qui va arriver. Ça se peut que mes deux 1 que j'ai modifiés en un 12 puis en un 15, ben, que la levée suivante, ça soit le joueur en face de moi qui les ait. Puis ça se peut que le joueur à ma droite ait été chanceux puis que ce soit ramassé les 4 jokers qui ont été joués pendant la phase précédente. Donc c'est un jeu qui va aller vraiment d'un bord ou de l'autre, mais il y a une mécanique intéressante au niveau des points, contrairement au véritable trou de cul. C'est pas juste le... Je sais même pas comment on gagne au véritable trou de cul une fois que... Quand on est tanné de jouer celui que le président il gagne. C'est ça. Mais celui-là, il y a une vraie condition de victoire. On ramasse des points de victoire, puis il y a une belle mécanique de rattrapage dans le jeu. Si je suis premier, si c'est moi qui gagne toutes les levées en début de partie, je vais faire beaucoup de points de victoire, mais je ferai pas beaucoup de petites cartes qui viennent en modifier, puis je ferai pas beaucoup de jetons de pouvoir qui me permettent d'utiliser mes cartes. Tandis que si je suis dernier, pour l'avoir vécu, la dernière fois que j'ai joué, j'ai fini les 3 premières levées dernier. Fait que j'avais pratiquement pas de points de victoire, mais j'avais tellement de cartes et de pouvoir à utiliser que j'ai ramassé 3-4 levées d'affilée pour être capable de remporter la partie. Ça te permet de revenir, c'est quand même bien fait ça. Fait que ça s'équilibre quand même assez bien. Et à la surprise générale, j'ai aussi choisi Custom Heroes. C'est vraiment parce que c'est un jeu américain, si je me trompe pas. Fait que le fait que ça repose sur la mécanique que nous autres on connaît très très bien au Québec, qui est le trou de cul, ça a vraiment un attrait très intéressant. Puis si c'était pas de ça, ça serait probablement un jeu assez difficile à expliquer. Mais on connaît tellement tous 95% du jeu de base qu'après tout ce qui reste à faire, c'est expliquer que les cartes se modifient. Puis la façon que les points se font. La façon que les points se font, puis voilà, le tour est joué, puis tout le monde peut jouer. On l'amène souvent dans justement des soirées d'animation, comme ça. C'est un jeu, en plus, c'est un jeu super beau. La qualité est là, les sleeves qui sont fournis à l'intérieur de la boîte, c'est des bonnes sleeves de qualité, puis ils en fournissent beaucoup de remplacements parce qu'il y en a qui vont se péter en tant que tel. C'est AEG qui l'a fait, si je me trompe pas. Fait que c'est eux qui ont fait Mystic Vales, puis c'est eux qui préparent Edge of Darkness, qui repose tout ça sur un principe de construction de cartes, littéralement, là, de card crafting en anglais. Donc, Custom Heroes, excellent choix, j'approuve. Une belle petite découverte là, en matière de jeu de cartes. Ouais. Notre 7e catégorie, on a choisi de donner un prix pour le meilleur jeu de dés de l'année. Donc, dans mon cas, j'ai choisi un jeu qui n'est pas qu'un jeu de dés, mais que la mécanique de résolution d'action, elle, tourne strictement autour des dés. Et j'ai choisi un jeu de Gamelin Games, Tiny Epic Quest, qui est un jeu, selon moi, un des meilleurs jeux solo qui est sorti l'année, et aussi un excellent jeu de 2 à 4 joueurs, mais qui se joue très 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 bien solo, où on est littéralement, pas Zelda, mais Link, qui se promène sur un univers qui rappelle beaucoup l'univers de Link, où on va aller combattre des monstres, explorer des donjons qui nous permettent de récupérer des items, qui nous permettent d'accomplir des missions, qui nous permettent d'augmenter notre niveau de puissance magique, qui nous permettent éventuellement de marquer des points de victoire pour remporter la partie en accomplissant différents objectifs un peu partout sur le plateau. Un plateau qui est quand même assez gros, dois-je le dire, pour un jeu de poche. Mais la particularité du jeu, c'est qu'une fois qu'on a fait tous nos déplacements et toutes nos actions pour le tour, pour résoudre nos actions, la mécanique, c'est une mécanique de push your luck en anglais, là, où on doit pousser sa chance en prenant des tours successifs, où on va rouler une batterie de dés, on va essayer de modifier les résultats des dés avec du pouvoir qu'on a ou des objets qu'on a ramassés. Et la particularité du jeu, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est quand on joue à plusieurs. Quand c'est à mon tour de jouer, je vais lancer les dés une fois, puis je vais résoudre ces dés-là.
Puis il faut que j'attende que tous les autres joueurs aient lancé leur dé à eux une fois avant de pouvoir prendre la décision que j'arrête de prendre des chances puis je récolte ce que j'ai réussi à avoir jusque-là, en sachant que les dés qui sont négatifs, que je roule, qui font des dégâts ou qui font des dégâts magiques, sont distribués parmi tous les joueurs qui sont autour de la table qui n'ont pas encore décidé de se retirer. Ça veut dire que si je décide, ok, je roule juste une shot de plus avant de sortir du donjon, ben il faut que le joueur à ma gauche joue, puis il faut que le joueur en face de moi joue, puis il faut que le joueur à ma droite joue. Fait que j'ai 3 autres chances de manger des dégâts avant que ça revienne à moi. Puis avec les résultats habituellement des push your luck, c'est-à-dire que si je me fais knocker avant de sortir, j'ai perdu tous les progrès pour mon tour. Fait que juste cette petite modification-là est super intéressante. Fait que des fois, je vais commencer mon tour, je vais dire, ah non, moi je tourne tout de suite, je fais rien, il y a trop de risques que s'il y en a 3 qui jouent, ça finisse par me taper dessus. Donc, très intéressant. En plus, c'est un jeu très beau. Ils ont amené la petite concept des Item Meeple. Item Meeple. Sont copyrightés en plus. Sont copyright. Fait que si j'ai un petit arc, mais je peux snapper le petit arc après mon Meeple. Puis si j'ai un petit sac à dos, je peux le snapper après. Et ainsi de suite. Fait que c'est très joli, c'est très sympathique. J'aimais beaucoup la thématique. Puis j'aimais beaucoup la façon dont les dés fonctionnent. C'est des dés custom en plus, là, des dés faits maison avec des symboles dessus, c'est pas des chiffres. Fait que très joli. Tiny Epic Quest. Ouais, très cool, Tiny Epic Quest. Ouais. Moi, j'ai choisi aussi un jeu où les dés sont quand même assez présents, mais que c'est pas le seul élément dans le jeu. Non, je n'ai pas choisi Sagrada, mais j'ai choisi le jeu Sentient de Renegade Game Studio. C'est un jeu où on va lancer les dés au début de chaque manche, puis les dés vont être placés sur notre plateau personnel, et les dés vont représenter des contraintes qu'on va essayer de placer avec des cartes qu'on va placer en dessous des différents dés. En fait, c'est qu'on essaie d'aller recruter des cartes qui sont des robots. Et à chaque fois qu'on va aller recruter une carte, on va la placer entre 2 dés. Il y a des conditions sur les cartes. Ça peut être, il faut que les 2 dés soient pairs, il faut que le dé de gauche soit plus grand que le dé de droite, il faut que les 2 dés ensemble fassent 9 et plus. Donc il peut y avoir n'importe quelle contrainte écrite sur la carte. Et quand on place la carte, il va y avoir des petits symboles de plus, de moins ou d'égal sur la carte qui peuvent influencer les résultats des dés. Donc les dés peuvent changer de résultat à ce moment-là. Et à la fin de la manche, quand on va avoir placé nos 4 cartes, bien là, on va regarder si on répond aux conditions des contraintes qui sont sur les 4 cartes par rapport aux dés qui sont à gauche et à droite de chacune des cartes. Fait que je trouve que c'est une façon originale d'amener les dés dans un jeu. C'est un jeu qui est vraiment puzzle, donc c'est puzzly, on essaie de maximiser nos affaires, de faire des combos, de placer telle carte autour de tel dé pour qu'on ramasse le plus de points. Donc c'est un jeu de draft de cartes mélangé avec des dés qui servent là, à nous donner des contraintes. Donc j'ai trouvé ça vraiment cool comme petit jeu relativement abstrait, là, parce qu'on sent pas vraiment le thème de l'industrie de la robotique, là, mais j'ai trouvé ça vraiment cool comme jeu. C'est un petit jeu qui se sort bien aussi. Non, un beau petit casse-tête. Un jeu qui a un super beau visuel aussi. Ouais, c'est ça qui m'a frappé. Les cartes de robots sont très grandes, des grosses cartes de tarot, mais vraiment des belles couleurs, tout ça. Très joli. On a des belles composantes. Les dés aussi sont très cool à l'intérieur, dans des beaux dés custom. Donc Sentient, pour moi, là, ça va être mon jeu de dés de l'année. Bon choix. Pour notre 8e catégorie, on va récompenser le meilleur jeu euro de l'année selon nous. Donc, pour moi, c'est un jeu qui est passé sur Kickstarter. C'est le jeu Clans of Caledonia. Okay. Donc, Clans of Caledonia, un jeu euro avec beaucoup de morceaux de bois qui sont sur notre plateau personnel. On va essayer de développer, gérer une petite économie, d'aller placer des pièces sur le plateau. À chaque fois qu'on va libérer des pièces de notre plateau, ben, on va augmenter les différentes pistes, on va générer plus de revenus, etc. On va avoir un petit aspect gestion du territoire aussi sur la carte, la manière qu'on va placer nos jetons. On va avoir aussi un aspect marché, donc il y a un marché avec l'offre et la demande. On peut échanger des ressources pour en vendre, récolter de l'argent, faire des échanges et tout ça. Puis c'est un marché qui va fluctuer selon l'offre et la demande des joueurs. Ça, je trouve que c'est un bel élément dans un jeu où on peut justement faire du troc là, avec un marché, que ça peut varier pendant la partie. Fait que tu peux laisser une ressource grimper pendant la partie, tu dis je vais la ramasser le temps que sa valeur augmente. Quand sa valeur est au maximum, mais là, je la vends, je vais aller m'acheter d'autres choses. Donc ça, c'est un élément vraiment cool. C'est un jeu où on va avoir à faire aussi des espèces de petites commandes. Donc on va chercher des commandes, on va essayer de les remplir pour essayer de marquer des points. Super le fun comme jeu euro, des super belles composantes. Donc c'est un jeu qui est très fluide, qui s'apprend très bien. Ça a été vraiment une belle expérience de jeu. J'ai pas joué souvent, mais c'est un jeu qui m'a vraiment beaucoup accroché. Puis pour moi, là, ça a été mon meilleur jeu euro de 2017.
Dans mon cas, c'est un jeu qui est énorme, qui prend beaucoup de place. Il prend toute la table. C'est un jeu qui a été sorti par Mind Clash Games, qui est aussi passé par Kickstarter. Que dans mon cas, je l'ai reçu à la fin de 2016, mais la date de sortie officielle du jeu est en 2017, et je nomme Anachronie. Anachronie est un énorme jeu de placement d'ouvriers qui prend 2 à 3 heures pour jouer une partie à 2. Dans laquelle on incarne un peuple, une faction dans une société futuriste qui doit tenter de survivre et de construire son habitation pour sa faction, sa région pour sa faction, en allant récolter des ressources dans une vieille capitale en ruine, tout en tentant de construire des nouveaux bâtiments pour sa propre faction, tout en ayant une gestion de l'eau très très serrée parce que l'eau est extrêmement rare, une gestion des mecs très serrée parce que pour aller explorer la capitale, c'est une zone pleine de radiation difficile, il faut mettre nos ouvriers dans des mecs, alors que si on utilise nos ouvriers dans notre propre faction, c'est pas nécessaire, elle est protégée. Tout ça en rajoutant qu'en plein milieu de la partie, il y a une espèce de météorite qui s'abat sur la Terre, qui modifie complètement le plateau de jeu, qui bloque certaines actions, qui en rajoute des nouvelles, qui bloque des actions sur son plateau individuel. Et tout ça en rajoutant une mécanique de voyage dans le temps, qui fait qu'au premier tour de jeu, je peux m'envoyer un mec du futur, puis au 4e tour de jeu, il va falloir que je pense à envoyer un mec dans le passé, donc juste le dépenser parce que je l'ai déjà utilisé au premier tour de jeu. Puis je peux faire ça avec toutes les ressources du jeu. C'est un jeu qui est magnifique, qui est extrêmement complexe, je ne le cacherai pas, mais pour les amateurs de placement d'ouvriers, c'est un des meilleurs jeux qui est sorti, selon moi, de l'année, point. C'est à peu près toutes les catégories, et c'est l'une des raisons pour lesquelles on a choisi de ne pas mettre un jeu dans plus qu'une catégorie. Pour moi, il y en a remporté plusieurs. À chaque fois que je joue, je l'apprécie davantage, surtout que le jeu fournit beaucoup de petits modules secondaires qui permettent d'ajouter de la profondeur à ce jeu-là, parce qu'évidemment, c'est de ça qu'il y a besoin, d'avoir plus de détails, plus de profondeur. Mais c'est un jeu très beau, très efficace, étrangement, même s'il y a énormément de règles, une fois qu'on a saisi c'est quand même assez fluide. Le fonctionnement du jeu, c'est ça, c'est quand même relativement fluide. Qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on peut faire. C'est un jeu en plus pour les amateurs de placement d'ouvriers. C'est un jeu que les ouvriers ont toutes des spécialités différentes. Il y a 4 types d'ouvriers différents qui ont toutes leurs forces et leurs faiblesses. Fait qu'on a ça en plus qui est intéressant, à mon avis, mais que là, certains font comme « Oh non, en plus ». Mais c'est un jeu super beau, super efficace, c'est un jeu mécanique euro, c'est un placement d'ouvriers, fait que très classique. Il faut marquer des points de victoire, on a des objectifs en début de partie. Puis, une autre chose que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a une action qui t'est annoncée dès le début du jeu. Il dit ça, c'est une action que tu vas pouvoir faire une fois dans le game après le cataclysme. Tu vas pouvoir essayer de ramener plein de survivants de la capitale vers ta base à toi. Puis tu vas pouvoir la faire une fois dans la partie. Puis tout de suite, au début du jeu, on dit voici comment tu vas marquer tes points avec cette action-là. Fait que dès ton tour 1, il faut que tu te prépares, il faut que tu te focuses pour être capable de faire cette action-là le plus efficacement possible. Elle va te marquer le quart de tes points, juste cette action-là, puis tu as fait une fois dans le game. Il faut que tu calcules quand tu as fait. Donc, jeu très intéressant. Anachronie, superbe, Mind Clash Games. Ouais, c'est solide comme jeu. C'est solide, c'est du gros. Là. La construction de ton engin, de ta petite ville avec les bâtiments que tu vas choisir aussi, c'est vraiment cool, vraiment intéressant. Ouais. Puis le fait que le jeu change complètement à moitié de la game, ou que la grosse météorite qui arrive puis qui change toutes les règles, ça aussi, ça rajoute au jeu. Là, ça, c'est très déstabilisant la première fois que tu joues, parce que tu as toutes les affaires qui marchent, puis tu dis, là, je peux plus faire ça, cette action-là, puis la faire juste une fois d'ici à la fin de la game. Tu dis, oui, il faut que je la fasse là, ben, ça arrange-toi avec. Fait que le jeu, il est impardonnable pour les joueurs débutants, puis quand tu l'expliques, il y a ce détail-là, il faut que tu précises certaines affaires qui se passent à la fin du jeu. Tu n'as pas nécessairement besoin de préciser dans un placement d'ouvrier habituellement, parce que sinon tu as un trop gros avantage quand tu connais le jeu par rapport à quelqu'un qui ne le connaît pas. Fait qu'il faut vraiment que tu prennes le temps d'expliquer ces détails-là de la fin du jeu. Fait que c'est un jeu à sa deuxième partie, il devient excellent. La première partie, il est très bon, mais la deuxième partie, ça devient un excellent jeu. Notre 9e et avant-dernière catégorie, on a choisi dans le fond l'autre opposé de ce qu'on vient de faire, si on vient de parler des jeux euro, mais là on va vous parler des jeux Ameritrash. On en a choisi chacun, donc un jeu Ameritrash, chacun a sa définition, fait que moi je vais quand même prendre le temps. Moi ce que je veux dire, c'est un jeu à une forte tendance thématique, des fois un petit peu au détriment des règles, parfois, pas nécessairement, mais c'est généralement un jeu thématique, beaucoup de jets de dés. Ouais. Il y a un gros facteur chance. Il y a un gros facteur chance pour moi dans l'Ameritrash. Fait que je tourne un petit peu autour de ça. Le meilleur pour moi à être sorti cette année dans l'Ameritrash est dans le fond le successeur d'un jeu qui s'appelle Galaxy Defenders, et j'ai nommé Sword and Sorcery
de Ares Games, qui est un autre jeu énorme qui prend beaucoup de place, qui est un dungeon crawler coopératif. Fait que c'est un style que j'aime beaucoup déjà à la base. J'en ai comme 12 à la maison, j'en ai beaucoup trop. Tous les jeux campagne, c'est tout long. Tous les jeux campagne qui prennent 22 games pour faire le tour. Mais donc, Sword and Sorcery, c'est un jeu dans lequel on incarne de façon extrêmement originale un nain, un elfe archer, un voleur petit gens ou un espèce de barbare, ou en tout cas différents personnages comme ça, qui vont évoluer au fur et à mesure qu'une campagne va avancer. On va trouver des nouveaux objets, on va penser à Descent, c'est un peu le même principe, mais il est coopératif dans un univers inventé, dans un univers fictif. Puis les choses qui m'ont fait accrocher, ce jeu-là, c'est le système de combat, le système de règles est extrêmement efficace. C'est le même système que Galaxy Defenders, pour ceux qui connaissent. Pour les autres, j'ai fait une vidéo, vous allez le voir, il est tout court. Et c'est un système qui repose sur des dés custom, ou selon les actions que je vais faire, sur des dés 10 en plus. Puis sur chaque face du dé, il y a un vrai 3-4 symboles différents, avec différentes probabilités pour obtenir chacun des symboles. Puis quand je lance des dés, ben, je vais obtenir des éclairs pour réussir à avoir des succès. Mais si en plus je pogne un petit symbole, je déclenche une habilité spéciale, puis si j'en pogne un autre, j'en déclenche un autre. Fait qu'il y a beaucoup de customisation, de personnalisation possible au fur et à mesure que mes personnages se développent, des habiletés que je peux aller chercher. Le système d'expérience est super intéressant. Le système pour développer son personnage est super intéressant de la façon qu'il upgrade. Puis il y a un petit côté dont vous êtes le héros en plus à l'intérieur du jeu, parce que quand on atteint certains événements à l'intérieur du jeu, on va aller chercher un livre qui s'appelle The Book of Secrets, c'est des secrets. Il va nous dire, va lire l'événement 2.3, je vais lire l'événement 2.3, l'événement 2.3 va me donner un choix. Le choix, là, on va le choisir coopérativement, on va aller lire le choix que ça donne, puis là, on va rajouter des jetons sur le plateau, un monstre qui apparaît ou un trésor qu'on débloque quelque part. Puis c'est un jeu à la Diablo, fait que littéralement, je peux arriver dans une pièce où il y a un petit symbole sur la pièce, puis quand je vais voir dans le livre des secrets qu'est-ce que c'est, mais je peux faire un jet de détecter quelque chose, puis je détecte qu'il y a un passage secret, puis il me dit rajoute telle tuile là, il y a un autre chemin qui part par là. Fait que c'est super intéressant, c'est un très beau jeu, les composantes sont extraordinairement belles, c'est un jeu très efficace, c'est un système de combat, surtout un système de combat extrêmement efficace. Fait que pour moi, Sword and Sorcery. Moi, je vais avec un choix un peu controversé. J'ai choisi Massive Darkness. Donc, le gros jeu de Dungeon Crawl de Simon, un peu le successeur spirituel de Zombicide. Ouais. Ils ont rajouté quelques éléments très intéressants, je trouve, dans ce système-là, notamment les espèces d'arbres d'habileté, les skill trees. Super intéressant, ça. Qu'on peut, on peut dépenser notre expérience pour aller débarrer des nouvelles habiletés au cours de la partie. Donc, ça, c'est vraiment cool aussi que chaque classe va avoir différentes façons de monter en habilité, monter en niveau, tout ça. Il y a aussi beaucoup un gros feeling MMORPG. Ouais. Moi, j'étais longtemps un joueur de World of Warcraft. Donc, c'est sûr qu'on retrouve beaucoup ce style de jeu-là dans Massive Darkness. On a un joueur qui va être le tank. C'est vraiment voulu. Là. Je pense que c'est ça l'effet recherché. Comme David l'a dit, il y a un joueur qui va prendre tous les coups pour tout le monde. Il y en a un qui est guéri, il y en a un qui attaque de loin, il y en a un qui se déplace rapidement, il y en a un qui est le gros barbare qui fait super fort, mais juste un à la fois. Il y en a un qui peut faire sans zone d'effet. Donc, c'est vraiment inspiré des MMORPG classiques à la World of Warcraft. Je pense qu'ils ont quand même bien réussi leur coup pour nous donner le feeling de ce jeu-là. Parce que le petit magicien, il ira pas dans le cas où il y a deux monstres qui vont lui taper dessus parce qu'il sera pas capable de se défendre. Mais le tank, lui, il peut avoir 12 monstres sur lui puis ça lui fait rien. Ouais. C'est peut-être un problème aussi. C'est un mélange de WoW et de Diablo parce qu'on a un système où tout l'équipement qu'on ramasse, on peut le jeter pour l'échanger contre du meilleur équipement, une espèce de transmuter, l'action qui s'appelle Transmutation. On peut transmuter ses équipements faibles pour de l'équipement plus fort. Fait que même sans fouiller, on va améliorer son équipement, puis on fouille en masse dans ce jeu-là. Des trésors souvent trouvés, tu vas passer au travers des trésors, des systèmes. Aucun bon sens. Le jeu a des super composantes encore, des super figurines, les monstres, les héros, tout ça. Donc c'est vraiment cool aussi le choix de classes variées. Les monstres, c'est sûr que ceux qui ont la version Kickstarter, on n'en manque pas des monstres, il y en a beaucoup de différents. Peut-être un peu moins dans la version magasin. Son seul défaut, j'ai trouvé, c'est peut-être les règles de campagne. C'est le mode campagne. Si j'avais à refaire une vidéo aujourd'hui, parce que je l'ai faite, la vidéo de Massive Darkness, le jeu lui-même aurait la même note. Le jeu est très bon si on joue une partie une soirée, mais il faut le jouer à la Zombicide. Il faut jouer une game, puis repartir de zéro la partie d'après. Le mode campagne est vraiment mal équilibré. Puis dès la deuxième partie, nos personnages ont vraiment le meilleur équipement du jeu. Ils ramassent tout ce qu'on veut. Puis à la 4-5e partie, ils sont maximisés. Puis on fait ce qu'on veut avec le reste du jeu. Fait que c'est une cakewalk, là, j'ai pas l'expression en français, mais c'est une partie de plaisir. Ouais. Le reste de la partie, le reste de la campagne, fait que elle est trop facile. La campagne est trop facile. Puis même, on a modifié beaucoup de règles. On a essayé beaucoup de house rules, de règles maison qu'on a trouvées sur BGG pour essayer de rendre ça plus difficile. Puis on en appliquait toujours une nouvelle ou 2-3 nouvelles. Finalement, non, c'était quand même
finalement, facile. on avait une page de règles maison pour rendre le jeu plus difficile, puis il était quand même facile. On a quand même fait la campagne au complet. Ouais. On a eu du plaisir, je Oui, trouve, c'est très le fun. à jouer à ce jeu-là. Mais moi, je le recommanderais Mais- pas en mode campagne. À moins Non. qu'une extension vienne modifier ça, il y aurait de quoi à faire. Ouais. Il y a de quoi à faire avec le jeu, il est très très bon. Donc, c'est ça. Mon choix, c'est Massive Darkness. Pour notre 10e catégorie, on a choisi la catégorie Kickstarter, évidemment. Donc, un projet qui provient du site de financement participatif Kickstarter. Et, bon, d'après moi, on a choisi le même. là. Ah, on verra. C'est une énorme boîte, une grosse boîte bien pesante. Là. Donc, moi, j'ai choisi Gloomhaven. Moi, j'ai choisi Bears and Baby. Non, c'est pas vrai, j'ai choisi Gloomhaven, moi aussi. Évidemment. Donc, Gloomhaven, un jeu de campagne énorme où on va jouer 50, 60, 75 scénarios avant de finir la campagne. Ouais. Un jeu où on va faire évoluer nos personnages vont prendre leur retraite, on va débarrer des nouvelles classes cachées, on va ensuite faire évoluer la ville, faire évoluer les objets qui se vendent à Ils se la vendent à l'intérieur de ville. la ville. On va rajouter des nouveaux événements aux événements qu'on peut rencontrer. Les événements qu'on a déjà faits vont quitter le jeu, on les rencontrera plus jamais. Un jeu narratif aussi, on va avoir des choix à prendre, certaines missions, si on fait tel choix, ben là ça va nous envoyer à tel endroit, mais si on fait tel autre choix, on va aller vers telle autre branche dans la quête principale. Donc les choix qu'on va faire vont quand même être importants. C'est un jeu de gestion de main de carte. Donc Ouais, chaque principalement. personnage va avoir son propre paquet de cartes et on va, en augmentant le niveau, on va gagner des cartes plus puissantes qu'on va pouvoir remplacer. Mais nos cartes sont aussi nos points de vie. Donc si on n'a plus de cartes, ben, on ne peut plus jouer, notre personnage est KO. Donc la gestion de la main de carte est vraiment le fun aussi. Les habiletés sont très cool. Il y a un petit aspect d'apprentissage aussi avec nos personnages qui est le fun. Oui, parce que la première partie qu'on va jouer avec un personnage, si je nomme par exemple le Scoundrel, qui est un des personnages de base, là, j'ai aucun spoilers. Si je nomme le Scoundrel, la première fois que je vais jouer, je vais trouver que je tombe très très rapidement, mais que je fais beaucoup de dégâts. Fait au fur et à mesure que je vais jouer, je vais trouver des trucs pour me mettre invisible, me mettre aux bons endroits pour que ça soit la brute, une autre classe de base, qui mange les coups à ma place, ou pour que le Tinkerer, une autre classe de base, soit juste à côté de moi, prêt à me guérir en cas de problème. Fait qu'on apprend non seulement à prendre son personnage à soi, mais à créer une synergie avec les personnages avec qui on joue. Et il y a pas, j'ai joué beaucoup à Gloomhaven, moi je l'ai reçu. La première vague, là. Moi j'ai reçu la première vague. ça fait un an que tu l'as. Moi ça fait plus qu'un an que je l'ai le jeu. J'ai pas encore fini la campagne. Si je me trompe pas, la dernière fois que j'ai joué, on a débloqué la dernière mission du jeu, de l'intrigue principale, que je ne révélerai évidemment T'as joué pas. combien de scénarios à peu près? Si je me trompe pas, on en a joué 71. Si je me Quand trompe même. pas. 71 scénarios. Puis on en a raté un ou deux, fait qu'on a quand même un excellent taux de succès. Mais en toute honnêteté, au nombre de scénarios qu'il y a, c'est arrivé à quelques reprises que vers la fin, on était là, ouais, celui-là, on ne gagnera pas. Ok, on baisse le niveau de difficulté des monstres. Parce que sa principale qualité, c'est-à-dire sa rejouabilité, sa profondeur, est aussi son principal défaut. Là, quand je dis que c'est un défaut, c'est vraiment une façon de parler. C'est que le jeu est tellement long, tellement de scénarios à faire pour passer au travers que tu as l'impression que tu passeras jamais au travers, puis je comprendrais des groupes de joueurs de cette année puis de pas arriver à la fin de l'histoire. Mais quand je dis ça, c'est vraiment un mini défaut parce que le nombre de jeux que j'ai joué 70 fois en un an, Il n'y en a pas d'autres, il n'y en a probablement. pas d'autres. Il y en a pas d'autres. C'est le seul jeu de ma vie que j'ai joué 70 fois dans la même année. Fait que tu sais, quand je dis que c'est un défaut, c'est vraiment que j'aurais peut-être aimé que la campagne se termine un peu plus rapidement, mais en même temps, j'ai eu du fun puis il n'y a pas eu une game là-dedans qui a été ennuyante. Là. Et je suis pas sûr que je l'ai fait jouer à quelqu'un qui ne l'a pas acheté. Ouais, non, ça Je c'est pense clair. que tous ceux à qui je l'ai fait essayer, sans exception, l'ont tous supporté quand la deuxième vague est arrivée. Fait que Cephalo Fire Games me doit au moins 500-600$ juste à moi. Bon, on va les appeler, là. Qui t'envoie ça? On envoie quelque chose. Bon, il pourrait me envoyer 2-3 boîtes de Gloomhaven. Ouais, on pourrait faire tirer ça, Ah, ça, ben ça ouais. serait un beau prix. Mais, Non, mais c'est clair que 2017, ça a été l'année de Gloomhaven aussi. puis moi, Gloomhaven, je l'ai choisi parce que j'hésitais dans quelle catégorie le mettre, parce que ça aurait pu être le jeu coop de l'année, ça aurait pu être le jeu le plus innovateur de l'année, Ouais, dans c'est bien des ça, catégories. exactement. Mais j'ai choisi de le mettre dans Kickstarter parce que, contrairement à d'autres des jeux qui sont là, le seul autre qui fait compétition pour ce que je vais dire dans 2 secondes, c'est le 7e continent. Les autres jeux auraient pu passer par un autre modèle de distribution. Chimera Station, TMG aurait pu le produire, le vendre en tablette, puis ça aurait probablement fonctionné malgré tout. C'est la même chose pour tous mes jeux. Puis c'est pas tous des jeux Kickstarter, il y en a comme Secret ou Custom Heroes, c'est pas des pour Kickstarter. Pour tout ce qu'il y a dans la boîte, puis le prix qui vendait ça. Aucun distributeur qui aurait voulu avoir ça. Moi, personnellement, je C'était l'ai ridicule, payé 78$ américains quand il est sorti la première fois. À ce prix-là, il n'y a aucun distributeur qui aurait rien voulu savoir d'un jeu si ambitieux, si gros, si complexe.
si tout ce que vous voulez, il n'y a personne qui aurait voulu embarquer là-dedans. Fait que sans la plateforme Kickstarter, ce jeu-là n'existerait pas. Fait que c'est pour ça que moi je l'ai mis dans cette catégorie-là, spécifiquement Gloomhaven. Ouais, Gloomhaven, c'est notre jeu Kickstarter de 2017. Et peut-être notre jeu de l'année 2017, qui sait. Il y aurait des chances. Il y aurait des chances. Et voilà, c'est ce qui conclut notre top 10 des jeux de 2017. Il est à noter que, bon, c'est sûr qu'à la quantité de jeux qui sortent aussi, on n'a pas nécessairement le temps de jouer à tous les jeux. Puis il y a eu beaucoup de jeux de campagne aussi, ou des jeux Legacy dans les derniers mois. Qui prennent beaucoup de temps à jouer. Tu sais, exemple, bon, Charterstone, on a commencé la semaine dernière, on a 2 parties de fait. Donc, tu sais, je pense que c'était pas assez aussi pour avoir une opinion sur ce que c'est Charterstone. Parce que ça, on est divisé, mais moi, personnellement, il ne serait pas sur aucun top présentement. Mais pas après 2 parties, c'est ça. J'espère qu'il va évoluer pour devenir beaucoup plus intéressant. On n'a pas commencé Pandémie Legacy aussi, on n'en a pas parlé. Donc, tu sais, c'est sûr qu'il y a des jeux qu'on n'a pas encore joués. Et c'est pour ça qu'on fait notre top 2017 rendu au mois de mars aussi, parce que ça nous laisse quand même un petit peu de temps d'avoir essayé quelques jeux. Parce que l'automne, tu sais, octobre, novembre, décembre, là, c'est des mois qui sont très chargés en sortie de jeu. Puis c'est clair qu'on n'a pas le temps de tout essayer ce qui sort puis de faire un top 10. Paf, le 31 décembre, voici notre top 10 de l'année. Ben c'est ça, on n'a pas essayé tous les jeux, donc c'est pour ça qu'on vous le présente maintenant. Donc on devrait faire la même chose l'année prochaine, vous présenter. Probablement. J'ai déjà reçu un ou deux jeux que j'ai l'impression qu'ils vont faire. Mythic Battle Pantheon, vous allez en entendre parler dans mon prochain top 10. Donc on aimerait ça connaître vos choix à vous. C'est quoi vos meilleurs jeux 2017? Vous pouvez nous laisser ça en commentaire. Vous pouvez donner un jeu sur chacune des catégories qu'on a nommées. On aimerait ça connaître vos choix, voir qu'est-ce qui a eu la cote avec vous cette année. Donc, ben, c'est tout pour notre top 10. Si jamais vous n'êtes pas abonné, vous pouvez faire notre petit bonhomme ici dans l'écran en bas. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram à Professeur Board Game. Vous pouvez venir nous visiter sur passionboardgames.com et vous pouvez nous supporter sur notre Patreon. Donc, on vous souhaite une excellente fin de journée. Et on apprécie vos visionnements, donc continuez à nous encourager. Fait que bonne fin de journée. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. Continuez de gamer. À la prochaine.